Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de tous ces problèmes mécaniques, de toutes ces pannes que j'ai rencontrées régulièrement avec mes voitures américaines anciennes. Ça s'applique aux voitures américaines mais aussi à toutes les voitures anciennes de manière générale. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà possédé pas mal de modèles américains, que ce soit des années 60, 70, 80, 90. Et au fur et à mesure de travailler dessus, puisque même si c'était des voitures saines dans l'ensemble, j'ai souvent eu des travaux, des chantiers de fiabilisation à faire, donc pas mal d'heures de mécanique, et j'ai des soucis, des petites pannes qui se sont reproduites assez régulièrement sur différents modèles. Donc je trouve intéressant d'en faire une vidéo et vous lister aussi les solutions. Et des solutions qui sont la plupart du temps pas forcément compliquées à mettre en place, ni très chères. Il fallait juste les connaître. Je vais commencer avec tout ce qui a empêché mon moteur de démarrer. Vraiment le truc, la base de la base. Tu mets la clé dans le contact, tu tournes, il se passe rien. Il y a quand même un truc cool dans l'ensemble sur nos bons gros V8 agricoles, c'est que globalement, c'est des moteurs qui sont pas très exigeants, pas très pointus. Donc si tu as tout, l'allumage, le carbu, l'arrivée d'essence, l'air, le mix air-essence, qui est à peu près bien, l'ensemble qui est à peu près synchronisé, on ne recherche pas l'excellence, on ne recherche pas la précision, ça peut généralement suffire à faire tourner un moteur, pas toujours de la meilleure manière, mais disons qu'avec un V8 en général, même avec des réglages à peu près approximatifs, tu peux arriver à faire tourner ton moteur et à rentrer chez toi. Il faut quand même quelques bases utiles. Donc on passe déjà en revue les pannes qui m'ont empêché de démarrer mon moteur. Le défaut de masse électrique sur le bloc. Ça maintenant, c'est un truc que je vérifie directement dès que j'achète une voiture américaine, notamment chez GM, parce que c'est vraiment là où c'est le plus récurrent, où tu as le câble de masse qui est fixé sur le bloc. Ta voiture démarre pas de manière totalement aléatoire. Tu deviens parano parce que tu as tout vérifié, tout est ok, mais tu sais pas pourquoi. Un matin dans le garage, elle va démarrer, le lendemain non. Tu vas te faire une longue balade, tu la laisses garer 10 minutes, tu reviens, tu tournes. Il n'y a rien qui se passe. Quand je te dis qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que là, pour le coup, le démarreur ne s'enclenche même pas. Et ça, je vous le relate parce que c'est un cas qui m'est arrivé sur ma Buick Skylark, qui est arrivé sur des voitures de copains, notamment la Pontiac d'un ami. Et ce qui se passe tout simplement, c'est qu'un des plus gros câbles de masse du véhicule est fixé sur le bloc moteur, donc c'est assez courant chez GM, c'était le cas sur une Pontiac Trans Am, sur ma Buick Skylark de 1970. Et ce qui est très vicieux, c'est que ce câble de masse, tu ne le vois même pas. Il est bien planqué sous le bloc, dans des conditions assez classiques. Il est quasiment invisible, ce câble de masse. Il est fixé et plaqué contre le bloc pour que ça fasse vraiment contact avec le métal du bloc. Ce qui se passe souvent avec le temps, c'est que la vis qui le maintient sur le bloc se dévisse et toi tu vas rouler avec les vibrations et tu as en fait ton câble de masse qui va un coup faire masse, plus faire masse, faire masse, plus faire masse, à force de bouger et de se déplacer sur la vis et de plus faire contact avec le bloc. L'autre cas aussi, c'est le bloc, la surface du bloc ou la masse elle-même qui est oxydée. Donc à ce moment-là, il faut dévisser, passer un petit coup de brosse de fer, mettre un petit coup de nettoyant contact et en général tu rebranches et ça va beaucoup mieux. Et ça paraît vraiment con, mais maintenant c'est un des premiers trucs que je vérifie dès que j'achète une voiture. Parce que c'est encore la panne typique où tu vas te prendre la tête des heures sous le capot, alors que la solution elle est toute bête. Donc vraiment prends le temps de vérifier tes masses et malheureusement des fois c'est dévissé ou il y a un problème de contact. Moi ça m'est arrivé sur ma Buick Skylark 70 quand je faisais une grosse révision, donc j'ai passé toute la matinée dessus à démonter plein de trucs, je sais plus ce que je faisais. Fin de journée, tout est ok, je revérifie tout, je vais pour redémarrer, plus rien. Et là le souci c'est que quand tu as passé la journée à bricoler plein de trucs, potentiellement tu te dis j'ai merdé quelque part. Tu sais pas où, tu te dis j'ai dû bouger le mauvais câble, un mauvais truc sur le faisceau, ou je sais pas quelle connerie que j'ai fait, et tu remets en question tout le travail de la journée. Alors que là pour le coup c'était vicieux, ça n'avait rien à voir. C'est le câble de masse qui était oxydé. Et de temps en temps, j'ai eu ce souci, mais je m'étais pas inquiété plus que ça. Je m'en suis pas rendu compte. Et là, j'ai mis le doigt dessus, effectivement, c'était bien oxydé. Hop, j'ai dévissé, je crois que c'était même pas très bien fixé. J'ai bien refixé en ayant bien nettoyé les contacts. Elle est partie au quart de tour. Et ça, je me le trimballais peut-être sans savoir, de manière aléatoire, depuis des mois. La bobine HS, ça fait partie des pièces, en général, qu'on a toujours en pièces de rechange dans le coffre d'avance. C'est une pièce qui malheureusement va des fois lâcher sans trop prévenir. Le cas le plus courant, c'est la surchauffe de la bobine. Parce que sur beaucoup de moteurs d'origine, c'était le cas chez Mopar, chez GM et bien d'autres, la bobine, elle est au pire endroit. Elle est à côté de l'allumeur, le plus près possible du haut moteur, là où la température est la plus élevée. Donc dans certaines conditions extrêmes, quand tu vas rouler en été, dans les bouchons où vraiment le compartiment moteur va se transformer en volcan, c'est la pièce qui va être la plus exposée aux hautes températures et qui aura tendance du coup à prendre un coup de chaud et à lâcher prématurément. Donc là, plus d'allumage, plus rien, ça s'arrête, tu peux plus redémarrer.
Et quand on a une d'avance dans le coffre, ça peut te dépanner, tu mets la bobine toute froide à la place de l'autre, et généralement tu vas redémarrer d'un coup. On a un vrai souci en ce moment sur le marché de la reproduction de pièces de voitures américaines, c'est que tout ce qui est lié, toutes les pièces d'allumage type bobine, type faisceau ou autre, quand vous prenez des marques standards type Standard Motor Products, qui est vraiment une marque bon rapport qualité-prix qu'on trouve sur Rock Auto et plein d'autres sites, tout ce qui est qualité des contacts, ça a vraiment régressé d'année en année, et les bobines tombent de manière générale beaucoup plus en panne qu'avant. Tu vas prendre une bobine d'origine, qui va plus durer dans le temps que la pièce de repro chinoise. Tout bêtement, celle de la Roadrunner, je l'ai changée il n'y a pas très longtemps, j'ai revendu la Roadrunner, pour ceux qui ont suivi, et le nouveau propriétaire, la bobine a lâché. Et c'est une bobine qui a même pas beaucoup de kilomètres. Mais voilà, une bobine Standard Motor Products. Donc je pense que maintenant les bobines, si vous voulez de la qualité, il faut mettre un peu d'argent et pas prendre le truc moyen Rock Auto. On continue avec la panne d'alternateur. Mais avant ça, t'en as peut-être marre de baver sur mes vidéos et tu veux toi aussi t'offrir ta voiture américaine. T'as bien raison, on n'a qu'une vie. Mais comme beaucoup, t'as jamais osé te lancer parce que c'est l'inconnu. Personne peut te guider, t'as peur de laisser un gros chèque pour une voiture qui va te décevoir. C'est pour toi que j'ai créé Rumbler, mon service de recherche et d'inspection personnalisé. Tu me contactes via rumbler.fr et je te guide en personne dans la recherche de ta voiture américaine, ou je te propose directement une inspection avant achat d'une voiture que tu as directement repérée sur Le Bon Coin par exemple. Tu bénéficies de mes conseils de professionnels passionnés pour trouver ta future voiture américaine, quelle que soit sa provenance. Et tu l'achètes plus sereinement au bon prix et en connaissant son état réel. Toutes les infos en barre de description et sur rumbler.fr. L'alternateur HS. Tu rentres dans le garage, tu vas pour mettre un coup de clé, il se passe rien. La batterie HS, donc le premier scénario, c'est un souci de batterie. Non, là ce qui s'était passé, c'est tout simplement mon alternateur qui dans mes dernières balades ne fonctionnait pas. Et du coup, tout en roulant, j'ai vidé la batterie. Et puis quelques jours après, j'avais plus assez de jus pour démarrer. Parce qu'un démarreur, ça demande beaucoup d'énergie. Et si ta batterie a encore assez de puissance pour faire tourner l'allumage et tous les équipements électriques de la voiture, c'est pas dit qu'il en aura derrière pour réamorcer le démarreur. Donc tu fais ta dernière balade tranquille, la batterie se vide, tu t'en rends pas compte. Prochain démarrage, t'as plus assez pour démarrer. Et pour contrôler ça, c'est super simple. Tu mets ton multimètre en mode 20 volts, tu check et tu vérifies qu'une fois moteur tournant, t'as bien une tension de batterie qui tourne entre 13,5 et 14,5, ce qui prouve que ta batterie est bien rechargée par l'alternateur moteur tournant. Si c'est pas le cas et que tu as une tension inférieure à ces valeurs, là c'est qu'en principe ton alternateur soit il débite pas assez, soit il est vraiment mort, il est fatigué. Donc j'ai acheté un nouvel alternateur, je l'ai remplacé et la panne était résolue. Mais j'ai aussi eu le problème inverse sur ma Buick Skylark. Cette fois-ci c'était une surtension. Mon alternateur rechargeait beaucoup trop la batterie. Je sais plus comment j'en étais arrivé à vérifier ça, peut-être juste par acquis de conscience comme ça, je me suis dit on va voir, on sait jamais avant la prochaine balade. Je prends du coup ces tensions à la batterie moteur tournant et là je crois que j'ai quasiment 16 volts sur la batterie. Donc là, gros souci de surtension, mon alternateur débitait beaucoup trop vers la batterie. Je me demande si ma batterie commençait pas à se déformer, je me rappelle plus. Et ça, c'est un problème connu, et ça vient d'une pièce qu'on appelle le régulateur de tension. Le régulateur de tension de l'alternateur, c'est une pièce qui pendant des années était externe sur beaucoup de voitures américaines de tous les groupes. Elle était généralement fixée sur la cloison pare-feu sous le compartiment moteur. Donc quand tu avais cette panne, c'était assez facile de dévisser la pièce, tu la remplaces par une neuve, tu rebranches et c'est parti. Malheureusement sur ma Buick Skylark 1970, il y avait une petite modification du faisceau électrique du fait de l'installation d'une bonne grosse sono qui déchire. Et il faut quand même reconnaître qu'ils ont fait une belle installation de sono, parce que quand tu commences à tirer autant de watts dans une voiture, faut aussi adapter la batterie et l'alternateur derrière qui doit débiter davantage que celui d'origine, puisque une sono comme elle avait cette bagnole, je peux vous dire que ça bouffe des watts. Donc ils avaient quand même fait ça plutôt bien, mais malheureusement pour moi, ils avaient changé le modèle d'alternateur et c'était un alternateur avec le régulateur interne, comme les régulateurs modernes. Donc moi, qui n'ai jamais démonté un alternateur, je me lance dans cette aventure, je vois très bien la pièce qui se détaille, qui est facile à trouver, c'est du standard GM de l'époque. Puis je me suis lancé comme ça, je me suis même pas renseigné, j'ai pas vu de vue éclatée, je me suis dit allez, on va y aller à l'arrache, on démonte l'alternateur, on change le régulateur, on ferme tout, et crac, j'ai éclaté les charbons. En fait, en bon gros naze, j'ai voulu faire ça sans me renseigner, je n'ai pas pris le temps de regarder comment ça fonctionnait. Et ce qui se passe, c'est que tu as un petit kit, quand tu prends les bonnes pièces, tu as un petit kit aussi pour maintenir les charbons dans l'alternateur au moment où tu resserres la pièce et tu la refermes. Puisque ce qui se passe sinon, c'est que tout simplement les charbons ne sont pas retenus à l'intérieur de l'alternateur, et quand tu refermes, ils ressortent et s'écrasent comme de la merde. Et donc pour une panne à la con où j'avais la pièce, je me suis retrouvé à rouvrir l'alternateur, à commander les charbons avec le petit kit, la petite languette que tu enlèves à la dernière minute une fois l'alternateur fermé, pour que les charbons se remettent à leur place. J'ai vraiment fait ça à l'arrache comme un con, sans aucune réflexion. Et c'est aussi malheureusement comme ça qu'on apprend. Bon pour le coup, à part du temps, des charbons neufs et un petit kit avec la languette,
Bon, ça m'a pas coûté trop cher. J'ai changé le régulateur, j'ai remonté tout l'ensemble, et là c'était bon, j'ai retrouvé des bonnes valeurs d'origine. Et la bonne nouvelle, c'est que rien n'a été grillé dans la voiture, pas de surtension, pas de gros soucis, parce que ça malheureusement, quand ça monte très haut en voltage, ça peut créer des soucis, cramer du faisceau, cramer des équipements électriques. Là, heureusement dans ce cas-là, je m'en suis peut-être rendu compte assez tôt, ça n'a pas pris de telle proportion, mais méfiez-vous, et je vous conseille vraiment, quand vous venez de faire l'acquisition d'une voiture, de vérifier toujours les tensions, pour déjà vous assurer que pour vos prochains voyages, vous n'allez pas avoir de mauvaise surprise pour un truc qui prend encore une fois même pas quelques minutes à vérifier. Et vient aussi l'histoire des batteries, hein. On sait que les batteries sur les voitures anciennes, elles sont soumises à des contraintes particulières par rapport à nos délits, à nos voitures du quotidien, parce que ce qui va user une batterie dans ce cas-là, c'est son manque d'utilisation. C'est que souvent, nos voitures anciennes ne roulent très peu, elles vont se retrouver des semaines, voire pour certains des mois sans rouler. Donc il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui vont débrancher, installer un coupe-circuit et débrancher systématiquement la batterie du circuit de la voiture dès qu'elle est immobilisée, ceux qui vont mettre en parallèle des mainteneurs de charge. Il y a plein d'écoles là-dessus. Moi, je vous avoue que le mainteneur de charge, je suis un peu parano, le fait de laisser la voiture dans le garage avec un truc électrique constamment chargé, ça me rassure pas de fou. Donc personnellement, je mets des coupe-circuits. Ça marche très bien comme ça depuis des années. J'ai encore jamais grillé de batterie. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça peut éviter des fois sur certaines voitures quand vous avez des consommateurs où pendant des semaines vous laissez la batterie branchée et la batterie s'est vidée. Ça va l'abîmer. Le fait de la vider régulièrement, de la re-recharger, de la vider, de la re-recharger. Le bon compromis que j'ai trouvé, moi, c'est de mettre un coupe-circuit. Elle n'est pas consommée, tu rebranches, en général ça marche. Le souci, et ça qui est inhérent pour n'importe quelle voiture, c'est les conditions de stockage. C'est quand vous êtes dans un garage avec des chocs de température, des changements de température importants. Ça, les batteries n'aiment pas. Mais encore une fois, on n'y peut pas forcément grand-chose. Le fameux vapor lock. Ça, c'est le genre de problème auquel tu es confronté au moins une fois dans ta vie de propriétaire de voitures américaines anciennes avec un carbu et une bonne vieille pompe à essence mécanique. C'est ce fameux phénomène de vapor lock. Dans des conditions de chaleur extrême, quand ton moteur est bien chaud, que tu es en été, tu peux voir ce phénomène où ton essence, ton carburant, va passer à l'état gazeux. Ça va être très difficile de redémarrer parce que du coup, ton essence n'a plus l'état normal et tu n'arrives plus à réamorcer le carbu. Et pour ça, les constructeurs auto avaient prévu le coup. Il y a une solution toute simple pour réamorcer la machine, c'est d'appuyer sur l'accélérateur à fond. Alors tu ne donnes pas des à-coups, tu restes vraiment appuyé à fond, pied au plancher, et tu mets un coup de démarreur. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va ouvrir ton papillon de gaz au niveau du carbu au maximum à fond. Ça va créer une dépression qui va permettre de renvoyer d'un coup l'essence au niveau du carbu et de refaire partir la machine. Ça m'est arrivé une fois pendant une traversée de Paris estivale avec la Mercury Cougar 68. À la fin de la traversée, elle a très bien roulé. Impossible de redémarrer, coup de démarreur, le démarreur qui tourne mais le moteur qui part pas. J'appuie à fond, je mets un coup de clé, hop, elle part direct, je relâche aussitôt et c'est bon. Et j'avais relu derrière le manuel d'utilisation de la Mercury. Et c'était bien notifié dedans. Pour des démarrages à chaud compliqués, laissez appuyer à fond la pédale d'accélérateur et mettez un coup de clé. Essayez si ça vous arrive. Et je croise les doigts pour vous, mais normalement, ça devrait bien se passer. Le Neutral Safety Switch HS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est un truc tout con. C'est tout simplement un capteur de position neutre. C'est un capteur qui est positionné sur la boîte et qui va permettre de connaître la position de la boîte pour autoriser le démarrage du véhicule, pour que le démarrage se fasse qu'en position park ou neutre. C'est vraiment une sécurité pour éviter de démarrer en vitesse. Et dans le cas où cette pièce est défectueuse, tu vas te retrouver un beau jour à tourner à la clé et qu'il ne se passe strictement rien. T'as même pas le démarreur qui se lance, t'as absolument rien qui se passe. En fait, ça fait un peu comme si tu essayais de démarrer en position drive, ce qui est impossible avec ces boîtes. Donc d'ailleurs, vérifiez bien aussi, toujours, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, sur ces voitures, à boîte automatique, vous ne pouvez démarrer qu'en position park ou neutre. Si vous êtes sur un autre rapport, c'est normal que ça ne démarre pas et que le démarreur ne se lance même pas. Et ça, quand on connaît ces voitures, c'est un des premiers trucs qu'on vérifie parce que ce capteur, il a tendance à lâcher de manière un petit peu aléatoire. Et ce qui se passe, c'est que du coup, d'un seul coup, même sur park, tu ne peux plus démarrer puisque le capteur n'envoie pas la bonne information. Tu bouges un petit peu le levier, tu passes sur neutre et ça va marcher sur neutre. Et un beau jour, ça peut remarcher sur park. Ça va être un peu aléatoire, mais ça reste les premiers signes de faiblesse de ce capteur. Donc change-le avant que ça marche sur plus aucune position. Mais au cas où ça t'arrive, c'est un des trucs à voir quand tout te semble ok. Essaye, ça prend 2 secondes, tu changes de rapport, tu essayes sur neutre. Si ça redémarre, cherche pas, ça vient de là. Je vous rassure, c'est pas du tout une pièce compliquée à changer, elle est pas interne à la boîte, faut pas descendre la boîte, non. C'est une pièce qui a bien été conçue pour être remplacée facilement de l'extérieur, elle est simplement vissée dans la boîte, généralement côté conducteur, ça se fait très bien, c'est facile, la pièce est pas trop chère. Donc vraiment, si ça commence à présenter des signes de faiblesse, changez-moi cette pièce rapidement. Petite information aussi, toujours avec cette marque Standard Motor Product, je sais pas ce qu'ils ont, mais vraiment il y a une qualité de fabrication assez aléatoire sur certaines pièces, et notamment sur ces Neutral Safety Switch.
puisque j'en ai acheté 2 pour mon Chrysler Voyager, 2 pour ma Roadrunner, et à chaque fois, au bout de quelques jours, il fuyait de l'intérieur, il fuyait du corps par les fils. Donc au bout d'un moment, ça va recréer les mêmes problèmes. Et finalement, avec la Roadrunner, j'ai fini avec un truc, je crois, Mopar d'origine, qui était beaucoup plus cher. Le cas le plus classique sur toutes les voitures, le démarreur qui lâche. Ça, je l'ai eu sur ma Chevrolet Caprice 1977, d'un coup, plus rien. Il recevait plus de jus, même pas un bruit, mort mais net. Même un petit coup dessus pour bouger les charbons, ça donnait rien. J'avais enquêté, j'avais bien du jus qui arrivait au démarreur, mais le démarreur ne bougeait plus du tout, il était sec de chez sec. Je vous dis pas la galère pour le sortir, c'était le démarreur d'origine. Et un démarreur d'origine sur un V8 350 de 1977, c'est quasiment un moteur auxiliaire, un deuxième moteur sous le moteur. Le truc était énorme, il pesait, mais je sais pas, au moins 20 kilos. Il était fixé en dessous, et d'une manière où tu sens vraiment, malheureusement, ces voitures sont quand même bien foutues dans l'ensemble, mais là, le démarreur, tu sens qu'il a été monté avec le moteur dans la bagnole, parce que l'accès par le dessous, un enfer. Entre le poids et le volume de la pièce à faire passer, entre les rotules, entre le support moteur, un vrai bordel. On a galéré comme pas permis. Donc j'ai pris mon démarreur. L'idée au début, je me suis dit, je vais le faire réparer, tant qu'à faire, c'est quand même une bonne pièce d'origine qui est plutôt facilement réparable. Je suis allé du coup chez un spécialiste du démarreur qui s'appelle Bonneuil Électrique, pour ceux qui connaissent, et je lui ai montré la pièce et il m'a dit clairement, il est trop vieux, on n'a plus les pièces pour ça. Par contre, on peut avoir une référence de remplacement qui peut arriver rapidement. On part là-dessus, le prix était assez correct, et qu'est-ce que je reçois? Un démarreur, mais 3 fois plus petit, et 10 fois plus léger que celui que j'avais d'origine dans la voiture. Alors là, j'ai un peu peur, je me dis, mais ce truc va être assez puissant pour démarrer le V8? Est-ce qu'il va vraiment se monter ou est-ce que je vais avoir de l'adaptation à faire aussi au niveau des supports? J'étais un petit peu dubitatif et finalement le montage a été un bonheur parce que là pour le coup j'avais tout l'espace pour le faire passer, pour le fixer, toutes les vis étaient au bon endroit, je branche tout, on met un coup de clé et ça repart nickel. Le petit démarreur, c'est là où tu vois encore une fois la modernité quand même, le truc 4 fois plus petit qui délivre autant de puissance et qui réveille le V8 mais sans roncher quoi. Par contre, si je veux pinailler, c'est vrai que le bruit est un peu ridicule. T'as plus le bruit du gros démarreur à l'ancienne, un petit de Renault Twingo là, qui démarre ton gros V8. Maintenant on passe aux pannes random aléatoires que j'ai rencontrées plusieurs fois et qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Le câble d'accélérateur pas assez tendu. Combien de fois je m'aperçois que la tringlerie au niveau du carbu a été mal montée, que les câbles sont pas bien tendus, qu'il manque des ressorts, que ton accélérateur n'a plus du tout le comportement qu'il avait à l'origine. Et ça peut être problématique dans plusieurs situations. La situation la plus courante que j'ai rencontrée notamment sur ma Buick Skylark, c'est qu'en fait, j'avais pas toute la puissance de la voiture. Je pensais être à fond de pédale, à fond au niveau du carbu, alors que quand j'étais à fond au niveau de la pédale, le carbu, lui, il était tiré à moitié en ouverture des papillons de gaz. Et là, je peux vous dire que quand j'ai essayé la Buick Skylark, une fois que j'ai enfin retendu le câble d'accélérateur, j'ai retrouvé toute la pêche que je devais avoir depuis le début. En fait, le câble était tellement peu tendu que la deuxième rangée des 4 corps du carbu s'ouvrait à peine. Autant dire que là, quand j'appuyais à fond sur le carbu, j'avais enfin un comportement de muscle car. Le vrai second souffle du carbu 4 corps. Malheureusement, sur ces voitures, comme je le répète, elles ont souvent eu plusieurs vies, on ne sait pas toujours ce qui a été fait. Celle-là avait un carbu d'origine, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas eu trop de bricolage. Mais beaucoup de ces voitures ont des admissions, des carbus de seconde monte, avec des adaptations au niveau de la tringlerie qui sont pas toujours bien faites. Donc vérifiez vraiment cet aspect-là aussi. Ce qui m'amène aussi à une anecdote quand je suis allé inspecter une voiture pour un client, une Plymouth Fury Police. Pendant l'essai, je mets pied dedans pour tester la santé du moteur et la pédale accélérateur reste à fond. Comme dans les mauvais scénarios de film. Heureusement, on était quand même sur les années des V8 assez dépollué, avec très peu de compression, donc la voiture c'était pas non plus une Ferrari. La position max de l'accélérateur au niveau du carbu est restée bloquée. Donc j'ai eu le bon réflexe de passer en neutre, de freiner, et au bout d'un moment en freinant avec les mouvements, le carbu s'est libéré, et encore une fois, la tringlerie de carbu avait été mal montée, et ça se bloquait systématiquement dès qu'on était en position max de l'accélérateur. Donc tu roulais coup, tu le voyais pas, et à un moment t'appuyais vraiment à fond du carbu, et au niveau de la tringlerie de carbu, ça restait bloqué. J'ai pu régler les problèmes sur place en mettant un peu de dégrippant et en réglant mieux la tringlerie, mais c'était quand même un bon moment de flip. La jauge d'essence HS. J'ai eu 2 cas, voire 3 cas différents, mais je me rappelle encore une fois de la Buick Skylark et de la Roadrunner. En fait, c'est les voitures sur lesquelles j'ai le plus bossé. Sur la Buick, je me suis retrouvé en rate d'essence sur la route parce qu'il me restait un tiers au réservoir alors que le réservoir était vide. Et sur la Roadrunner, j'avais des valeurs totalement fantaisistes. Je faisais le plein, ça redescendait, ça remontait, ça faisait des grands écarts énormes. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai sorti le réservoir, j'ai remplacé la jauge.
Les cas les plus courants, c'est des soucis au niveau de la résistance de la jauge. Après, il faut aussi remettre les choses dans le contexte parce qu'on est habitué à des voitures modernes qui ont des jauges quand même très précises par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'est des voitures, malheureusement, on reste sur des systèmes de jauge très archaïques où, en fonction de l'accélération, du mouvement, si vous êtes en descente, en montée, la position du flotteur dans le réservoir va beaucoup jouer sur ce qui est indiqué au tableau de bord. Donc, il est normal, malheureusement, que vous ayez de grands écarts en roulant avec les mouvements, avec la position de la voiture. Ça, on peut pas y faire grand chose. Maintenant, il y a des cas où c'est vraiment extrême, où vous allez mettre le plein d'essence, le lendemain c'est à la moitié alors que vous n'avez même pas fait 50 bornes, après ça remonte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ce phénomène. La première des choses, c'est la résistance de jauge qui HS. Mais avant de démonter ça, vérifiez quand même la masse. Il y a toujours un petit fil de masse qui se prend quelque part sur le châssis, sur une autre pièce derrière au niveau du réservoir. Et encore une fois, comme pour la masse du bloc dont je parlais au début, si c'est oxydé ou mal fixé, de temps en temps il va y avoir un faux contact, un défaut de masse, qui fait que, en général, vous allez carrément perdre toute l'information. Le lendemain, ça remarche, ça remonte, ça remarche, ça remonte. Ça peut venir d'un simple problème de masse qui est vérifiable sans démonter l'ensemble du réservoir. Mais si malgré tout, le problème n'est pas résolu, il faudra de toute façon changer cette fameuse jauge, cet ensemble jauge avec flotteur. Et dans ces cas-là, j'ai dû sortir la jauge du réservoir et mesurer les valeurs de résistance en bougeant le flotteur de la position max, donc réservoir plein, au minimum, donc réservoir quasiment vide. Si tu es à peu près dans ces valeurs indiquées par le constructeur, c'est que tout est bon. Et ce qui se passe quand la résistance fait n'importe quoi, c'est que soit t'as pas de valeur, soit t'as des valeurs complètement fantaisistes. Des fois, la résistance est tellement foirée que le moindre mouvement donne des chiffres qui n'ont aucun sens. Dans tous les cas, mon conseil, gardez toujours un petit bidon d'essence dans le coffre. On sait jamais avec ces voitures, à un moment ou un autre, on peut avoir une valeur fantaisiste et se retrouver en rade sur le bord de la route. Là, au moins, vous avez de quoi rejoindre une station avec le petit bidon dans le coffre. Soyez pas étonnés si un jour vous tombez en rade alors que vous êtes, je sais pas, à 1,5 cm de la réserve. Ça peut arriver parce qu'on n'est pas sur des jauges d'une grande précision. Vous allez apprendre aussi à connaître votre voiture au fur et à mesure, à savoir vraiment son niveau de précision de la jauge en tombant malheureusement peut-être un jour en panne. Et puis, au moins, vous aurez le bidon dans le coffre si jamais ça vous arrive. Des roues qui freinent pas. Ça, c'était systématique sur toutes mes voitures importées des États-Unis. Je vous rappelle, ils n'ont pas de contrôle technique là-bas et ils préfèrent mettre de l'oseille dans des belles jantes que dans un nouveau système de freinage. Et ces voitures, généralement, freinent très mal, voire ne freinent pas du tout, d'une ou deux ou trois roues. Tu peux freiner des fois que d'une roue. Et pour l'américain moyen, tant que ça ralentit, c'est acceptable. Mais nous, déjà, d'une part, pour passer un contrôle technique en France, c'est mort, tu peux pas rouler comme ça. Et puis même, je veux dire, il y a un moment, ça reste des voitures anciennes qui ont un comportement routier d'une autre époque. Si en plus, tu as un freinage pourri, tu te laisses aucune chance de survie sur la route. Donc sur toutes mes voitures importées, j'avais au moins une ou deux roues avec un freinage défaillant, et c'était toujours les mêmes pièces qui étaient incriminées. Flexible de frein bouché ou fuyant, cylindre de roue fuyant, maître cylindre fatigué. Les flexibles, dans la théorie, c'est très facile à faire, c'est juste dévisser deux embouts et remplacer par le nouveau et faire une purge derrière. Mais si vous voyez que c'est bien rouillé des deux côtés, sincèrement, laissez-le un mécano. Parce que dans certains cas, si vous n'êtes pas bien outillé, vous pouvez pas faire chauffer la pièce ou autre, ça peut être très galère à sortir au point de péter les embouts et de vous retrouver bloqué avec une voiture sans frein dans le garage. Touche du bois, dans le cas, ça m'est jamais arrivé, c'est toujours venu avec un peu de dégrippant, mais je sais qu'en fonction des voitures, c'est pas toujours aussi facile. Et le plus vicieux des flexibles, c'est celui qu'on change généralement jamais, qui est celui sur le pont arrière. Alors celui-là, la plupart du temps, il est raide mort de chez raide mort. Les cylindres de roue qui fuient, ça aussi, c'est un grand classique, ça suinte de partout sur les flasques au démontage. Pour le maître cylindre, en général, tu le vois à la tronche du truc. Quand il est tout poreux, tout poisseux, c'est généralement qu'il est plus étanche, et faut même pas chercher sur une pièce aussi vitale, tu le remplaces. Avec tout ça remplacé, une bonne purge derrière, vous allez retrouver un vrai freinage d'origine avec une pédale plus ferme, comme elle devait l'être à la sortie d'usine. Le moteur qui surchauffe ou qui chauffe pas du tout. Le freinage et le refroidissement, c'est les premières choses essentielles que je revois sur mes voitures anciennes. Et ça, je reprends à chaque fois les mêmes bases parce que j'ai toujours les mêmes constatations. Le radiateur sale avec un faisceau bouché, un liquide de refroidissement boueux. Je vous laisse même pas imaginer l'état du circuit de refroidissement côté moteur. Donc systématiquement sur mes nouvelles voitures, c'est nettoyage complet du système de refroidissement. Je sors le radiateur, je le nettoie de son côté, je remplace toutes les durites, je remplace le calorstat, je remplace les sondes de température et je change évidemment aussi la pompe à eau quand elle est vieille. Comme ça, je suis sûr que mon moteur sera refroidi de manière optimale et que j'aurai la bonne information au tableau de bord. Ça, c'est vraiment un des trucs qu'on craint le plus avec nos voitures anciennes, la surchauffe. Parce que souvent, j'entends que les voitures anciennes, ça chauffe, mais quand tu vois l'état du circuit de refroidissement de certaines bagnoles, mais tu comprends pourquoi ça chauffe. Alors oui, souvent, ces voitures anciennes ont tendance à chauffer un peu plus en statique, parce qu'il n'y a pas de régulation électrique, il n'y a pas de petite sonde électrique qui va lancer un deuxième ventilateur quand c'est nécessaire. En général, là-dessus, c'est l'hélice qui est directement entraînée par le moteur, en fonction de son régime.
Mais ça n'empêche pas que si ton circuit de refroidissement est dégueulasse et encrassé, tu feras pas de miracle. Et il y a aussi le cas opposé, ce que j'avais eu sur mon Chrysler Voyager, où là c'était carrément le calorstat qui était bloqué en position ouverte. Et en fait le système de refroidissement était déjà tellement efficace, en plus on était sur un véhicule plus moderne avec un refroidissement électrique, que quand je roulais en hiver et que j'étais en vitesse de croisière 110-120, le truc surrefroidissait. Il était plus froid sur l'autoroute qu'il l'était en ville quand je roulais avant. Donc là, en fait, ce qui n'était pas bon non plus, c'est que je roulais avec un moteur qui était surrefroidi par rapport à sa température de croisière. Donc retirer un calorstat comme le font certains en se disant vous voyez les problèmes de refroidissement, au moins je suis sûr que le liquide va bien couler partout. Bah non, il faut déjà s'assurer que le circuit soit bien fonctionnel. Et le calorstat, s'il a été mis là, c'est pour une raison. C'est pour non seulement empêcher la surchauffe, mais c'est surtout pour maintenir la température. C'est pour faire en sorte que le moteur chauffe plus vite au début et qu'ensuite il soit maintenu à bonne température. Le moteur qui est soudainement trop haut dans les tours, au ralenti. Un beau jour, comme ça, sans raison, tu démarres ta voiture et le ralenti est beaucoup plus haut que d'habitude. Il y a le temps de chauffe avec le ralenti, le starter automatique, mais même quand tu enlèves le starter automatique et la voiture est bien chaude, bah tu remarques que ça redescend pas, elle est toujours plus haute que le régime moteur de ralenti habituel, alors que t'as rien touché. C'est quelque chose qui m'est arrivé sur 2-3 de mes voitures, et bah l'explication était toute simple, un défaut de dépression, une fuite de dépression. Vous avez remarqué qu'il y a pas mal de petits tuyaux d'air en sortie de carburateur qui rejoignent certains équipements. Il suffit que là-dedans il y ait une petite fuite ou un truc qui n'ait pas été rebouché, une durite qui n'ait pas été remontée sur son équipement, et à ce moment-là, ça peut engranger une hausse du ralenti moteur. Au même titre que vous négligez pas les durites de refroidissement, ne négligez pas les durites d'air sur ces voitures. C'est pas juste du secondaire, ça peut vraiment influer sur le fonctionnement du moteur. Donc remplacez-les quand elles sont trop vieilles, assurez-vous qu'elles sont bien toutes reliées aux équipements comme à l'origine, et ne laissez aucune dépression complètement ouverte sur le carbu. Il faut au moins boucher ce qui n'est plus relié à un équipement. Et malheureusement, les circuits de dépression deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus énormes au fur et à mesure des années 70-80 avec les nouveaux systèmes de dépollution. Les courroies et poulies mal tendues. Ça, c'est aussi des petits casse-têtes qu'on peut avoir assez couramment sur ces voitures anciennes, surtout quand un des anciens propriétaires a commencé à modifier un peu les équipements devant, les différents supports, des équipements avec des poulies, qu'il ait changé l'alternateur, la pompe à eau ou autre. Des fois, on se retrouve avec des moments où les pièces correspondent plus. C'est ce qui m'est arrivé sur la Buick Skylark. Je m'étais aperçu que j'avais beau tendre comme il fallait l'alternateur ou autre, j'avais jamais la bonne tension au niveau de la courroie. Donc je m'étais aperçu qu'en fait c'était pas la bonne longueur de courroie qui avait été mise, mais comme l'alternateur avait été changé, j'étais pas encore sûr non plus que Rok Auto allait me sortir la bonne référence. Il y a des moments vicieux aussi où Rok Auto, vous allez voir quand vous cherchez des courroies sur Rok Auto, vous avez l'indication avec climatisation, courroie pour alternateur et pompe à eau, pour alternateur et pompe à eau mais qui inclut aussi la clim. En fait, en fonction des voitures, il y a 1 milliard de dérivés. Vous allez un moment, forcément comme moi, vous planter, commander la mauvaise parce que eux-mêmes, des fois, je soupçonne Rok Auto, il y a tellement de références, ça peut arriver qu'ils se plantent et qu'ils te donnent les mauvaises indications. Tu reçois la courroie, tu la mets, elle est pas bonne. Tu auras beau prendre la courroie d'origine, ça n'ira pas parfaitement. Donc des fois, on n'a pas le choix. Les poulies, les courroies, ça nécessite des fois un petit peu d'adaptation. Donc ça peut être normal que si vous commandiez les pièces d'origine, des fois, ça n'aille plus. Et avec la Roadrunner, j'avais un autre souci, c'était la pompe de direction assistée qui était un peu décalée, qui allait un peu en travers. Ce qui fait que la courroie, elle était un peu en travers, elle n'était pas bien alignée par rapport au reste. Et là, je me suis pris un peu la tête, tout était d'origine. Mais j'ai dû jouer un petit peu avec des rondelles pour recaler proprement. Ça m'a pris plusieurs configurations, le temps de trouver la bonne pour aligner à peu près la courroie. Le klaxon HS. C'est encore un détail qui est bien trop négligé et qui est pourtant essentiel. Malheureusement, sur beaucoup de voitures américaines anciennes, on sait qu'il y a souvent des défauts de contact au niveau du volant, des petites oxydations, qui fait que quand vous appuyez sur le volant, ça klaxonne moyennement ou voire plus du tout. Et généralement, c'est les trucs qu'on oublie parce que quand on n'est pas confronté à une situation d'urgence, on l'utilise très peu et on se pose même plus la question de s'il fonctionne ou pas. Et malheureusement, c'est quand vous êtes dans la situation d'urgence que vous regrettez de pas l'avoir réparé. Je vais vous donner un cas concret que j'ai déjà raconté sur la chaîne, mais bon, les répétitions, malheureusement, vous allez en avoir. On est quand même sur peut-être bientôt plus de 6-7 ans de chaîne YouTube. Une fois où j'étais avec ma Chevrolet Caprice 77, un klaxon qui ne fonctionnait pas, que je n'avais pas mis en prioritaire, j'avais prévu plein de choses avant ça, et je suis sur la route en ville, je suis un camion d'artisan sans visibilité arrière, avec l'échelle et tout le bordel, et d'un seul coup, le gars dans la ruelle, je suis juste derrière lui, il s'arrête net, il enclenche la marche arrière, et il recule. Bam! Dans le pare-choc. Alors autant vous dire que quand j'ai vu en plus le camion avec le pare-choc pourri, l'échelle derrière posée sur la porte, j'étais pas confiant quand j'ai vu qu'il a tapé dans le pare-choc de ma Caprice. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que c'était la Chevrolet Caprice.
Parce que dans les années 70 chez Chevrolet, on était déjà sur des bons gros pare-chocs avec de la grosse banane, avec des grosses protections en caoutchouc, donc la voiture n'a strictement rien eu. Par contre, si ça avait été la Mercury Cougar ou la Roadrunner, toutes ces voitures fin 60s, début 70s, avec des grosses calandres comme ça proéminentes, je peux vous dire que la voiture aurait pas eu la même gueule. Et à partir de là, je m'en suis tellement voulu, mais l'impuissance quand tu te retrouves à un camion qui recule et toi t'es comme un con à appuyer et rien ne se passe. Le klaxon est mort, le camion te fonce dessus et tu vas rien pouvoir y changer. À partir de ce moment-là, c'est pareil, je me suis dit, un klaxon KHS, je m'en occupe vite. En général, c'est pas trop compliqué à faire, on peut sortir juste la partie centrale du volant et on a accès au contact qu'il faudra nettoyer ou remettre en place. Il y a quelques cas où ces voitures ont été retravaillées par des bricoleurs du dimanche qui ont mal remonté le volant et qui ont tout éclaté. Donc il arrive dans certains cas que vous deviez aller un petit peu à la pêche aux pièces d'origine, aux contacteurs d'origine pour refaire bien le système de klaxon. Voilà pour ces petits conseils qui vous feront peut-être gagner du temps avec des solutions qui vont, je l'espère, vous faciliter la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt sur la route.